Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Peut-être avez-vous toujours souhaité appeler la libre antenne, alors ce soir c'est votre soir, la ligne est ouverte au 39 21. Je compte sur vos messages, vos réactions, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit et puis vos mails sur le site europe1.fr. Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir. Europe 1. Sabrina Philippe. Et tout de suite, on accueille Claire. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir Sabrina. J'ai été accueillie très gentiment par Corentin. Oui, il est adorable, hein ? Oui, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ? Eh bien, je suis une vieille dame de 85 ans, Oui. mais quand même très dynamique. Je fais du yoga, je participe à différentes associations. Et bon, j'avais une très belle situation, mais trop belle parce qu'elle a entraîné des jalousies. D'accord. Des jalousies de la part de qui ? De personnes qui convoitaient mon domaine. D'accord. Vous aviez un domaine ? Un domaine de 54 hectares avec un château-hôtel, 3 étoiles, et un domaine viticole dont les vins étaient reconnus en France et à l'étranger. Pour vous donner un exemple, le défunt roi de Thaïlande buvait mon vin. Ah, dis donc. C'est pas rien, ça, ce que vous nous racontez alors là. j'ai eu une médaille en Chine, j'en ai eu en Amérique, j'en ai eu en Angleterre, beaucoup en Belgique. Enfin, j'avais 2 pages de liste de médailles et tout cela dans très peu de temps puisque j'ai ouvert ma cave particulière en 91, je l'ai terminée en 93. D'accord. Et puis le château-hôtel, moi je l'ai passé en 4 étoiles quand on m'est tombé dessus. Alors, un contrôle fiscal sur dénonciation, un inspecteur qui au début a paru très dur, puis s'est rendu compte que j'étais sincère, que je ne cachais rien. Il me posait des questions, je l'ai amené un jour dans mon bureau, j'ai ouvert toutes les armoires, je lui ai dit écoutez, tout est là, ma comptabilité, ma correspondance, tout est là, vous pouvez regarder, vous pouvez fouiller, je n'ai rien de secret. Et il s'est rendu compte à ce moment-là de ma bonne foi. Mais j'ai quand même été condamnée alors que j'avais touché une grosse somme pour des travaux mal faits, c'est-à-dire qu'on avait mélangé le fer et le cuivre dans les installations d'eau, donc problème d'électrolyse. Donc j'ai attaqué l'entreprise qui avait fait ces malfaçons, j'ai gagné une somme importante et le fisc considérait cette somme comme un profit exceptionnel alors que c'était une provision pour travaux. D'accord. J'ai eu à payer 130 millions de centimes. Oula. Je suis arrivée à les payer, mais je ne vous dis pas comment. Je n'ai rien fait pour moi. Je ne prenais pas de salaire. Je ne sortais pas. J'étais à mon travail. J'avais une secrétaire qui arrivait à 8 heures. Moi, j'arrivais à 9 heures. Mais j'étais là jusqu'à 3 heures du matin. S'il y avait des clients qui traînent au salon, qui discutent, qui jouent aux cartes ou qui boivent un verre. Oui, comme souvent dans les très grosses entreprises, on ne s'imagine pas tout le travail que ça représente derrière. Hein. Oui, alors à certains clients, à certaines personnes du village qui m'ont dit « Oh, la châtelaine », mais j'ai dit « La châtelaine, la vie de château, c'est pour les autres, mais c'est pas pour celui qui est le propriétaire. » Et vous aviez un mari qui vous accompagnait ? Oui, alors mais mon mari s'occupait de l'exploitation viticole. Il ne s'occupait pas de l'hôtel, mais on a été mariés pendant 47 ans.
Oui. Un mariage d'amour qui a duré 47 ans. Un mariage d'amour Oui, qui a duré 47 ans. C'est beau, ça. oui. Oui. Et la dernière fois où nous avons passé la nuit ensemble, ma fille qui était hostile depuis sa majorité, est venue par hasard et a dit mais allez dormir à l'appartement parce que je l'avais installé près de l'hôtel pour pouvoir faire le va-et-vient toute la journée, pour ne pas le laisser seul. D'accord. Alors le personnel l'aimait beaucoup. Le personnel, alors monsieur, vous voulez une tisane, vous voulez un café, je fais des gâteaux, vous voulez goûter des gâteaux. Enfin, tout le monde s'occupait de lui. Alors que s'il avait été à l'appartement, il était plus éloigné. D'accord. Donc il était près de vous. J'allais dormir avec lui. Et puis ma fille a dit mais c'est ridicule, vous seriez mieux à l'appartement, il n'a pas besoin de vous pendant la nuit, enfin. Et mon mari, pour avoir la paix, m'a dit oui, écoute, tu te reposeras mieux, va à l'appartement. Et puis j'ai quand même mis le téléphone sur le lit voisin, c'était deux lits jumeaux mais qui se touchaient. Mhm. Et je lui ai mis le téléphone à côté, je lui ai dit n'hésite pas à m'appeler si tu veux. Et alors à 6h du matin, le téléphone a sonné. Et je lui ai dit, alors, tu as besoin de quelque chose? Il m'a répondu, vous savez, on entend quand quelqu'un sourit au téléphone. Bien sûr, oui. Il m'a dit, oui, de toi. Mm. Alors, j'ai passé une robe de chambre et je suis allée finir la nuit à côté de lui. C'est vraiment de jolis souvenirs, là, que vous racontez, Claire. On a passé la nuit, la main dans la main. Oui. Et puis, après, il est parti à l'hôpital et là, ça a été fini. C'était il y a combien de temps? Il est mort en 2001. En 2001. D'accord. Il y a 16 ans déjà. Et alors là, je vous dis, à ce moment-là, on me demandait souvent si l'affaire était à vendre. Je disais non parce que nous avions 2 enfants, Oui. dont dans notre esprit, en parent prévoyant, mais on ne peut jamais prévoir ce qui se passera. On avait pensé que l'hôtel serait pour la fille qui est architecte et la propriété pour le fils qui était viticulteur. Oui, donc ils avaient déjà des métiers qui pouvaient Oui, mais alors poursuivre en fait votre affaire. Oui, mais la fille est partie quand elle a eu 18 ans pour suivre un garçon qui avait du charme mais qui n'était pas sérieux du tout. J'ai essayé de la mettre en garde, bien sûr, elle a juste dit le contraire. Et puis, malheureusement, la suite a prouvé que j'avais raison. Bon, en même temps, à 18 ans, c'est fréquent de se tromper. Oui, mais ce qu'elle a fait est irréversible. Ah. Qu'est-ce qu'elle a fait sans indiscrétion? Eh bien, elle a eu un enfant avec cet homme. Oui. Et cet enfant a été violé par son père pendant des années. Il a été sous le coup de la justice pour de tels faits? Oui, il est en prison. D'accord. En effet, c'est grave. Et votre fille, après tout ça? Ah ben, du moment qu'elle a quitté la maison, elle n'y est plus revenue. Et elle a toujours été agressive avec moi. Mais même quand elle était à la maison, j'achetais une robe. Oh, où avez-vous acheté ça? Ça ne vous va pas bien. J'allais chez la coiffure. Oh, chez le coiffeur. Oh, il vous a loupé la teinture. C'était tout comme ça. Rien de ce que je faisais n'allait bien. Mais j'ai tout fait pour mes enfants. Je leur ai payé des séjours à l'étranger. Je leur ai fait faire toutes sortes de stages. Et ils ont eu une voiture. Et ils ont eu... Elle a fait ses études. Bon, tout a été payé, mais elle avait une voiture, elle avait un compte en banque. Je lui avais simplement donné un cahier en lui disant tu marques ce qui rentre sur ton compte et tu marques les dépenses. Pour vous donner un exemple, le manque de jugeote, dirons-nous, veille de vacances, elle a acheté des plantes d'appartement, alors qu'elle savait très bien qu'elles allaient mourir pendant les vacances. Donc j'avais demandé simplement qu'elle tienne un cahier.
pour noter ses dépenses. Elle venait le week-end, elle repartait avec des provisions pour la semaine. Elle n'a jamais manqué de rien. Elle a fait des stages à l'étranger. Elle avait des amis qu'elle avait connus en pension, mais qui habitaient dans une autre région de France. Elle était invitée, je la lui amenais. Et puis, quelques jours après, j'allais la rechercher. Oui. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous lui avez fait beaucoup de cadeaux, vous étiez à l'aise financièrement? Tout ce que j'ai pu. Par exemple, elle prenait des cours d'équitation. J'avais proposé la musique, ça ne l'intéressait pas. Bon, l'équitation, ça lui plaisait, d'accord. Mais peut-être que vous étiez très très prise aussi parce que là vous disiez alors donc. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais si j'étais docteur, à cette époque-là, ma fille est née en 60, mais alors quand elle était à l'école, les docteurs se déplaçaient à domicile, ce n'est pas comme maintenant. Oui. Et je lui disais, mais si j'étais docteur en médecine et qu'on m'appelle dans la nuit, qu'il y ait un cas grave, mais je serais moins avec vous que ce que je suis actuellement. Et votre mari, il pouvait passer un peu de temps avec ses enfants? Eh bien, lui, donc, s'occupait des terres, mais l'été, on ne pouvait pas manger ensemble parce que moi, je mangeais quand je pouvais. Le service des clients passait d'abord, mais je prenais des jeunes filles au père qui mangeaient avec les enfants. D'accord. Pour s'occuper. Et j'allais, moi, m'asseoir avec eux pendant leur repas. Et puis moi, je mangeais quand je pouvais. Donc vous avez tout fait pour essayer d'être présente le plus possible. Oui, alors par contre, l'hiver, nous mangions tous ensemble. D'accord. Et bon, elle a eu une bonne école, elle est allée dans une ville dont l'école d'architecture est renommée. Et votre fils alors, Claire? Et alors mon fils, il était toujours dans la lune. Il me disait que quand il était à l'école, la première heure, il écoutait et après, il regardait voler les mouches. Et j'ai essayé, je lui ai fait voir un psychologue, le psychologue de l'école, et ma fille a été contre moi en disant « Oh, mais vous le prenez pour un idiot, à mon fils, vous l'envoyez là. » J'en ai vu qui attendait, et qui avait une drôle de tête. Enfin, je le dis, moi je pensais l'aider, et d'après ma fille, je le diminuais en le confiant régulièrement à un psychologue. D'accord, bon, confier son enfant à un psychologue, moi-même qui suis psychologue, c'est pas le diminuer. En général. Oui, mais c'est ce elle disait de moi que j'étais folle, alors que je devrais voir un psychiatre. Et un jour, je l'ai prise au mot, je lui ai dit, bon, très bien, écoute, on y va ensemble, tu viens, on y va ensemble. Elle m'a fait la guerre tout le long de la route, parce qu'elle voulait conduire, alors qu'elle venait à peine de passer le permis, et qu'elle n'était pas... le temps n'était pas bon. Une fois il pleuvait, elle voulait conduire, la route était glissante. Je lui ai dit que tu conduises à certains moments, mais là non, ça ne serait pas prudent. Bon, on est arrivé chez ce psychologue qui était dans une autre ville, et puis à moi il m'a dit. Il m'avait dit déjà en tête-à-tête, d'après ce que je lui avais raconté, ne vous faites pas de soucis, vous êtes une maman tout à fait normale, mais par contre, votre fille a besoin d'être aidée, elle ne s'en sortira pas toute seule. Mais ça, elle n'a jamais voulu l'entendre. Et alors, quand on est allé chez le psychologue ensemble, tout d'un coup, elle s'est levée en rabattant la chaise et elle a dit, je vais fumer une cigarette dans la rue, et on ne l'a pas revue. Donc elle refusait finalement le dialogue. Hein. Oui. Et alors, elle a monté la tête à mon fils en lui disant tu vas rester dans les jupes de ta mère. Et votre fils, il a réagi comment dans tout ça alors? Il a écouté sa sœur, c'était sa grande sœur, et il écoutait tout ce qu'elle lui disait. Et alors, vous le voyez, votre fils? Non. Et alors maintenant, je ne vois ni l'un ni l'autre. Et donc, je me suis trouvée seule. On m'a mise en liquidation. Oui. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Il y avait deux sociétés différentes. Une société pour l'hôtel
une société pour l'exploitation viticole, du personnel différent qui ne se connaissait même pas, des notes différentes, c'est-à-dire si un client de l'hôtel avait bu du vin à table et le trouvait bon, et il me commandait une caisse ou 2 caisses à prendre le lendemain matin, mais il avait 2 notes et de couleurs différentes. Il avait une note jaune pour l'hôtel et il avait une note rose pour le vin. Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout était bien classé. Tout était séparé. D'accord. Et on m'a mise en liquidation. Donc, le jour où on m'a mise... Alors, ma fille, avec la liquidatrice, on demandait à ce que je sois mise sous curatelle. Oui. Et on fait signer mon fils. Et je suis... Alors, j'ai vu le médecin de famille qui m'a conseillé d'aller voir un psychiatre de la région. Et ce psychiatre m'a dit, Madame, je vous marque 4 séances, 4 rendez-vous. Le premier rendez-vous, il n'a rien dit, il m'a laissé parler. Le second rendez-vous, il m'a posé des questions. Et le troisième rendez-vous, il m'a dit, vous avez du caractère, vous êtes forte, vous gérez au mieux, vous n'avez pas besoin de moi. D'accord. Et il m'a fait un excellent certificat. Donc, là, oui, qui refusait la curatelle. Qui refusait la curatelle. D'accord. Mais donc, alors, puisque ça n'avait pas marché comme ça, on m'a attaqué sur la confusion de patrimoine. Et quand j'ai été convoquée pour cette séance, mes enfants n'étaient pas là et mon avocat n'était pas là. Mais la séance a eu lieu quand même. Et la liquidatrice m'a mis un papier sous le nez, un crayon dans la main et m'a dit « signez là ». J'ai dit « non, je ne veux pas signer, ce que vous racontez est faux. Il n'y a jamais eu de confusion de patrimoine, je ne signe pas ». Ça a duré longtemps, je sais pas combien vous dire, très très longtemps. Le procureur était invité et tapait du pied en disant finissons-en. Et puis, il est arrivé un jeune avocat qui m'a dit « Madame, je viens pour vous assister de la part de votre avocat absent. » Et il m'a dit « signez ». Mais je dis « non, je ne signe pas, c'est faux. » Mais j'avais eu, longtemps avant, un grave accident d'auto et avec des fractures de vertèbres cervicales. Et j'ai des plaques sur les vertèbres. Ça ne me gêne pas. Bon, après cet accident, ça a été assez long, mais maintenant, ça ne me gêne pas, mais parce que je sais me diriger. J'ai pris des habitudes. Quand je sens la fatigue, je trouve un prétexte pour me reposer un peu, changer d'activité, et puis je reprends mon travail. Mais là, au tribunal, je n'ai pas pu demander une pause. Et j'étais sur le point de m'évanouir. Finalement, j'ai signé pour qu'on me fiche la paix. Et immédiatement, il y a eu une clameur, liquidation. Donc finalement, vous avez perdu tous les biens que vous aviez. D'accord. Et actuellement, depuis 10 ans, je vis dans une pièce, le séjour et la cuisine qui est contiguë. Alors, je vis depuis 10 ans sans électricité. Oui. Et dans la cuisine, je n'ai pas de frigidaire, je n'ai pas de four. Mais comment ça, sans électricité ? Comment ça, sans électricité ? Parce que la liquidatrice me l'a coupé. Elle m'avait coupé l'eau aussi, mais comme à l'exploitation, il y avait un caviste qui avait, avant de devenir caviste, il avait travaillé chez un plombier, et il m'a fait une déviation et il m'a amené l'eau. D'accord. Bon, donc j'ai de l'eau, mais sinon on m'avait tout coupé. On m'a coupé les téléphones, l'électricité, l'eau, on m'a arrêté les comptes en banque. Et j'ai passé des années avec 450 € par mois. Oui, c'est très peu. C'est très peu. Et vos enfants, alors ? Mes enfants se sont complètement détournés de moi. Et alors, j'ai 2 enfants et 2 petits-enfants, mais cette personne leur a raconté un tas d'histoires fausses. Et puis, ils sont persuadés que je suis responsable, alors que je garantis que je n'ai fait aucune faute.
et tout marchait bien. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit ou à Corentin. Mon vin a été bu par le roi de Thaïlande. Oui, vous veniez de dire là au tout début de l'émission. Oui. Ah oui. Oui, c'est difficile pour vous de vous retrouver dans une situation telle que celle-là, avec la vie que vous avez eue, avec cette affaire que vous aviez qui était florissante. Et oui, alors j'avais des clients étrangers. Un jour, j'avais un stagiaire qui, quand il adorait répondre au téléphone. Je le laissais faire parce qu'il était très poli, très gentil. Et puis il courait plus vite que moi. Et là, il a couru au téléphone, il décroche, et c'était un coup de fil de Mexico. Et on retenait une chambre avec un nom précis. Oui. Il a noté, et puis il me dit, oh madame, j'ai noté, mais c'était une blague. Il téléphonait d'Amérique pour retenir cette chambre pour telle nuit. Je dis, mais non, certainement, vous allez voir, il va venir. Oh, je n'y crois pas. Et effectivement, ces clients sont venus et ils m'ont dit, nous avons des amis qui sont passés il y a quelques années chez vous et ils nous ont recommandé, si on venait dans la région, de descendre chez vous et de demander cette chambre. D'accord. Et puis, si vous voulez, comme j'étais très heureuse en ménage, et puis avec mes enfants, ça allait bien quand ils étaient jeunes. C'est au moment de l'adolescence que ma fille s'est détournée de nous. Mais donc, j'étais heureuse et je voulais que les gens qui viennent chez moi soient heureux. Oui, je comprends tout à fait. Donc, j'allais au-delà de mon métier, c'est-à-dire il y avait un jeune couple, ils avaient envie de faire une promenade, ils avaient un petit bébé, je trouvais quelqu'un pour leur garder le bébé et je m'en occupais, je surveillais moi-même que tout se passe bien. Je leur faisais des itinéraires pour visiter la région, je leur faisais des petites conférences sur la vigne, le vin, sur l'accord des repas et des vins et des mets. J'étais disponible à 100% pendant toute la journée. Oui. Vous en avez beaucoup fait, moi, c'est ça que j'entends. Hein, oui, et puis j'adorais mon métier. Oui, ça s'entend aussi. Ça s'entend aussi. Et alors maintenant, je suis toute seule, je n'ai plus d'amis, parce que les amis que j'avais se sont un peu éloignés parce que j'étais trop prise, je ne pouvais pas, ils faisaient des dîners mais je ne pouvais pas y assister. Oui, ce sont des métiers où on n'a pas de vie, hein, en général, oui, on le sait. Et puis maintenant, j'ai 85 ans, mais j'ai deux de mes amies de la ville voisine qui sont mortes, une qui a la maladie d'Alzheimer et puis l'autre qui est en train de partir dans le même sens. Et puis une autre qui a sa fille en Amérique et donc qui passe une partie de son année en Amérique. J'entends bien, Claire. Donc, j'entends que vous êtes assez seule. Je suis complètement seule. Ouais. Heureusement, j'ai la radio. Oui. Et puis, je fais du yoga. Je fais partie d'un club de photos. Donc, vous avez gardé des activités quand même. Oui. Hein? J'adore les plantes. J'ai beaucoup de plantes d'intérieur. Et dans la cour qui était devant ma porte, j'ai fait un véritable jardin. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai tout fait avec des boutures ou avec des plantes que l'on m'a données. Qu'est-ce que vous voudriez aujourd'hui, Claire ? Eh bien, là, aujourd'hui, je suis passée au tribunal cette semaine, et puis il y a un acquéreur. Mais alors, les vignes ont été vendues alors qu'elles devaient être vendues aux enchères. Tout s'est passé dans un bureau. Non, mais j'ai bien compris les problèmes juridiques que vous aviez, mais qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, vous ? Oui, mais on me prend tout, on vend pour une bouchée de pain et on me met à la porte de mon appartement. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver sans appartement ? On me donne 3 mois pour me reloger ailleurs. Et puis, cet appartement, on l'a décoré avec mon mari, et c'était l'appartement pour notre vieillesse. Et on avait un bail, dont je n'ai jamais pris de
de salaire, parce que je faisais mon métier, vous l'avez senti, par amour et pas par force. J'ai bien compris. Donc, au lieu de demander un salaire, tout l'argent, je le réinvestissais à faire des travaux. Donc, vous n'avez pas de retraite? Et j'ai eu une retraite. Alors, j'ai fait 40 ans d'hôtellerie. J'ai fait... depuis la maladie de mon mari, j'ai pris en plus en charge l'exploitation. Donc j'ai payé mes cotisations pour l'hôtellerie et pour la viticulture. Et puis c'est la liquidatrice qui m'a mise d'office à la retraite, qui a discuté avec... Et on ne me donne pas une retraite de commerçante, on me donne une retraite de viticultrice. Essayons d'être justement un petit peu dans le concret là, par rapport à la situation que vous décrivez, Claire. Donc là, est-ce que vous pouvez aller voir justement la ville où vous habitez Est-ce qu'il peut y avoir un service d'aide sociale pour vous? Est-ce que vous êtes renseigné? Oui, mais la personne qui est contre moi a de gros moyens que je n'ai pas, et chaque fois que je trouve une aide de quelque part, c'est coupé. C'est coupé, c'est-à-dire? On empêche que ça se réalise. Mais qui ont? Parce qu'un village ne peut pas... Je sais que on n'aime pas qu'à la radio on parle de tout ce qui touche à la justice, mais c'est la liquidatrice. C'est elle qui a monté la tête à mes enfants, qui a demandé que je sois mise sous curatelle. D'accord. J'entends, mais c'est vrai que... Là, il y a des services sociaux quand même. Parce que oui, mais les services, même la gendarmerie ne m'écoute plus. Et alors, je suis cambriolée sans arrêt. Et j'ai même été agressée dans mon appartement. J'étais agressée physiquement. D'accord. Et tout ce qui avait de valeur, tout ce qu'il y avait de valeur dans mon appartement, parce qu'on avait, par exemple, mon mari et moi, une collection de bronzes de chiens de chasse. Oui. Mon mari était chasseur, moi aussi à une certaine époque. Et on avait des bronzes, on avait des tableaux. Et vous avez été cambriolé, c'est ça? Ah oui. D'accord. Même tous les bijoux de famille, tout a été pris. Vous savez, Claire, quand même, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est quand même de vous tourner vers les services sociaux, parce que les services sociaux n'ont rien à voir avec... Par exemple, donc je dépends de la mutualité agricole. Je me suis adressée à la maire de mon village. Elle m'a envoyé comment ça s'appelle, la seconde, son adjointe. Oui. Et on m'a proposé, on m'a dit que je ne pouvais pas rester là, parce que je me suis cantonnée, on avait un grand appartement. Je comprends. Mais je me suis cantonnée dans un coin. Et donc, elle m'a dit que je n'avais pas d'électricité, que je n'avais pas de chauffage. J'ai un poêle à bois. Elle m'a dit qu'il était vétuste. Il n'est pas vétuste. Ce sont des amis qui me l'ont offert. Il n'a fait que 2 hivers. J'ai bien compris. Et on me propose un logement dans un bâtiment désaffecté au 2e étage. Alors, mais à 85 ans, je ne veux pas accepter un appartement au 2e étage. Aujourd'hui, je peux grimper, mais qui me dit que je pourrai l'an prochain? Bien sûr, mais c'est vrai que si vous n'avez que cette solution, Claire, dans 3 mois, voilà, c'est celle qu'il faudra choisir. En tout cas, merci. Non, moi, je reste là. Oui. Alors peut-être fois, j'ai parlé avec un gendarme qui était sympathique. Et il m'a dit, mais si on nous dit de vous faire sortir, si vous ne voulez pas sortir, on vous portera. Et moi, en répondant, je lui ai dit, moi, je donnerai des coups de pied. Bon, je vois que vous avez quand même encore un certain dynamisme, Claire. Ah oui. Oui. Mais merci. Savez, merci pour ce témoignage, en tout cas. Seule. Oui. Non, alors, mais j'entends bien. J'entends bien. Je n'ai pas de machine à laver puisque je n'ai pas d'électricité. Je vais dans un village faire laver mon linge. Oui, mais j'entends bien que vous avez encore un certain dynamisme malgré tout ce que vous avez vécu, Claire. Donc, c'est ce dynamisme-là que l'on retient, en tout cas. Et puis, moi, je vous conseille quand même, comme je vous le disais, de vous tourner. Alors, certains, on a reçu des SMS qui disent peut-être qu'il vous faut l'aide d'un avocat. On reçoit aussi des SMS qui disent que... l'avocat que j'avais pris, le premier... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des avocats que vous avez eus, Claire. Mais là, on les détourne. Oui, d'accord.
Mais, J'avais pris un avocat à Toulouse qui m'a laissé tomber, mais il m'avait pas dit qu'il m'avait laissé tomber. D'accord. Alors je croyais avoir. Mais je vois que vous avez eu beaucoup de déboires. Oui. En tout cas, vous avez eu beaucoup de déboires, mais c'est vrai que vous gardez quand même, on le sent dans votre voix, un certain dynamisme. Et c'est ce dynamisme-là certainement qui vous permettra encore de trouver une solution. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Claire. Et puis je vous souhaite bonne chance surtout et bon courage pour la suite. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Nous attendons vos appels au 39 21 et évidemment vos réactions par SMS au 7 39 21. En commençant vos messages par le mot nuit, c'est le moment de nous appeler ce soir. Alors on accueille tout de suite Monica. Bonsoir Monica. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Alors moi je vous appelle parce qu'en fait là je traverse une période de stress en fait. Voilà, j'ai quitté mon emploi parce que ça me convenait pas forcément. Mais là j'ai un blocage en fait. J'ose pas postuler à de nouvelles offres. Enfin parce que en fait à l'approche d'un entretien je suis très très stressée et là enfin voilà ça me met de plus en plus mal à l'aise de rencontrer d'éventuels recruteurs et je sais pas trop comment faire pour pallier à ce stress. D'accord. Vous aviez déjà passé des entretiens d'embauche pour ce précédent travail là ? C'était plus par relation, donc c'était un entretien d'embauche, mais c'était moins formel. D'accord. Vous étiez en confiance à ce moment-là ? Voilà, c'est ça. Je peux vous demander votre âge, Monica ? J'ai 26 ans. D'accord. Donc vous êtes rentrée dans le monde du travail à quel âge ? À 22 ans. 22 ans. Donc ça fait 4 ans que vous travaillez. Et c'était votre premier emploi, le précédent ? Non, du tout. Non, j'avais fait déjà un autre travail dans l'événementiel, dans une salle de concert à Paris. Donc non, c'était pas mon premier emploi précédemment. D'accord. Et à chaque fois, c'était un petit peu en étant coopté, c'est-à-dire que vous étiez à chaque fois un peu aidé pour avoir le poste ? Voilà, c'est ça. Je faisais marcher mon réseau. C'était plus par le réseau que j'avais ces entretiens-là. D'accord. Donc là, c'est la première fois que vous vous retrouvez sans réseau finalement. Voilà, c'est ça. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à trouver du travail sans réseau ? C'est ça qui m'inquiète un peu parce que j'ai jamais vraiment été confrontée à des vrais entretiens et ça m'inquiète beaucoup et moi, ça me met très mal à l'aise. Alors, est-ce que vous postulez à des offres quand même ? Les offres qui m'intéressent vraiment, je postule pas trop. Après, je postule à quelques offres, mais c'est vrai que ça me fait vraiment un frein pour postuler à des offres d'emploi. Enfin, après, ça fait que 2 mois que je suis au chômage, mais voilà, je préfère quand même traiter le problème avant que ça soit vraiment un vrai problème. Oui, bien sûr. Donc, mais tout à l'heure, là, vous venez de dire, je postule pas à celle qui m'intéresse. Si Pas celle qui m'intéresse le plus parce qu'en fait j'ai peur vraiment de rater les entretiens et d'être déçue et du coup je prends pas la peine de postuler. Donc vous n'allez même pas jusqu'au fait d'envoyer votre candidature. Ouais, non, ça me fait peur. Même le fait que les personnes m'appellent, etc. J'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Enfin voilà, j'ai peur de me décevoir moi-même. Bon, là, ça témoigne quand même d'un petit manque de confiance en vous. C'est quelque chose que vous avez ressenti avant, ça ? J'ai dans jamais d'autres situations que des situations d'embauche, je veux dire ? Je me suis toujours beaucoup posé de questions, donc même dans les situations avec mon réseau, oui, je me suis toujours posé beaucoup de questions, donc oui, il y a toujours eu un manque de confiance en moi-même. Ok. Et vous avez déjà pensé à aller voir quelqu'un pour ça, précédemment, avant de rencontrer vraiment ces problèmes de stress intenses, là, pour le travail ? J'ai déjà pensé, mais c'est pareil, franchir le pas, c'est aussi compliqué de se dévoiler auprès de quelqu'un, auprès d'un médecin. C'est pour ça. Mais c'est vrai que oui, il faudrait que j'aille consulter. Ça pourrait me faire du bien. Vous y avez déjà pensé, en tout cas ? Ouais.
D'accord. Oui. Bon, pour essayer de vous aider là concrètement par rapport à ces entretiens, j'imagine qu'il y a un moment où vous êtes devant votre ordinateur, vous allez postuler, vous dites non, j'y vais pas, c'est ça? Et vous imaginez le scénario catastrophe où vous n'êtes pas prise. C'est ça. Et en fait, souvent, je remets à plus tard, et en fait, je le fais pas. Voilà, c'est exactement ça. J'ai envie, mais je trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. Et après, vous regrettez, certainement. Ouais. C'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées alors depuis 2 mois? Depuis 2 mois, après, qu'est-ce que je fais de mes journées? J'aime bien me balader dans Paris. Enfin, je vais faire du sport. Je suis assez quand même occupée en fait. C'est ça aussi. Pour le moment, je suis quand même assez occupée. Mais là, c'est parce qu'il y a les beaux jours et tout ça. Et voilà. Oui, parce que vous étiez en poste avant en plus, donc c'est un petit peu. Souvent, voilà, les périodes de chômage au début, c'est un petit peu comme des vacances, parce que quand on a travaillé, là, vous étiez dans l'événementiel, c'est ça, hein? Un petit peu. C'est ça, oui. Hein, donc, en plus, dans l'événementiel, on n'a pas d'heure. En général, on travaille beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand ça s'arrête, on a l'impression d'être un peu en vacances. Donc, on profite dans un premier temps. C'est ça. Mais après, évidemment, le temps passe. C'est ça, et ça m'inquiète un peu aussi à l'approche de l'hiver, etc., où là, les journées vont être beaucoup plus longues. Donc voilà, moi, j'aimerais pouvoir me faire violence, mais c'est assez compliqué de se faire violence quand on est stressé vraiment de nature, quoi. Oui. C'est certain. Il y a une chose qui est importante, il me semble, c'est que... en fait, il faut que vous essayiez de vous concentrer sur le moment présent lorsque vous êtes devant votre ordinateur. Parce que je pense que votre esprit, déjà, il commence à s'évader, il imagine des scénarios catastrophes, vous êtes reçu à cet entretien, ça se passe mal. Donc j'imagine qu'il y a tout un film comme ça qui doit se dérouler dans votre tête. Oui, c'est vrai. Hein, et à ce moment-là, ça vous bloque. C'est vrai, ouais. C'est vrai que tout de suite j'imagine des choses. Je positive. Enfin, je suis pas positive. Enfin, je pense tout de suite aux choses négatives. C'est vrai. Là, on reçoit un SMS de Doudou qui nous dit tout comme les formations pour la phobie de l'avion, il existe peut-être des formations Pôle Emploi ou autres ou coaching. Proposé par Pôle Emploi justement pour pouvoir vous entraîner aux entretiens. Vous y avez pensé? Vous êtes inscrite dans ce type de... Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Ouais, c'est vrai que oui, Pôle Emploi, ouais, il pourrait proposer des formations comme ça. C'est vrai, il faudrait que je me renseigne. C'est vrai qu'après tout, je pense qu'ils sont là pour ça, donc à mon avis... Oui, ça pourrait être une bonne chose et puis surtout, ça pourrait vous permettre de vous remettre aussi dans un système. Vous voyez? Oui, ouais. Tout à fait, ouais. De vous remettre peu à peu dans le système de recherche d'emploi, parce que seul chez soi, c'est toujours très compliqué. Ouais, c'est quelque chose à creuser. Et c'est pas facile de savoir où chercher également, parce que moi j'ai fait différents métiers et c'est vrai que c'est pas facile de savoir où chercher, dans quelle direction chercher. Là, vous voulez continuer à faire de l'événementiel, là? C'est ce qui vous plairait? Oui. Après, moi, j'aimerais bien aussi, j'aime bien tout ce qui est mode, etc. Donc, il y a des marques qui m'intéressent beaucoup et, par exemple, faire franchir, ou des petits créateurs et franchir la porte de leur magasin pour leur proposer une collaboration ou du travail. C'est vrai que même ça me fait peur. D'accord. Je pense en effet que moi, je vous conseillerais quand même volontiers de vous faire un peu aider de façon extérieure, alors soit par des ateliers Pôle Emploi, soit en effet par un psy ou une psy qui pourrait vous accompagner un peu, parce que tout seul chez soi, c'est toujours très compliqué. Oui. Parce que c'est la solitude aussi face à ce qu'il faut faire qui est difficile. C'est ça qui est difficile aussi dans le chômage. Ce qui est compliqué aussi, c'est que dans mon entourage, personne n'est au chômage et que moi, je suis seule au chômage. En fait, mes amis ou ma famille ne sont pas au chômage. Du coup, ils comprennent pas trop. Ils me disent c'est facile, cherche, c'est facile, tu vas dans les boutiques. Mais voilà, moi, c'est vrai que du coup, c'est pareil dans mon entourage, comme tout le monde travaille, et ben ils ont un regard assez extérieur et ils connaissent pas le chômage en fait. Oui. Oui. Mais quand on l'a pas vécu aussi, c'est ça. Hein. On s'imagine pas aussi quelle solitude ça peut être, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut malheureusement le vivre pour comprendre
la difficulté que c'est actuellement. Oui. Et vous avez un compagnon? Pardon, un compagnon? Oui. Non, du tout. Non, vous êtes seul aussi, vous êtes célibataire? Oui. Oui. Donc ça rend pas les choses faciles, ça non plus, j'imagine. Oh, c'est pas... Non. C'est pas le plus compliqué. D'accord. Non, c'est pas le plus compliqué. Non, parce que parfois avoir un soutien, d'un ami... Ah, on vous a perdu, Monica. On va faire une petite pause musicale. Et nous retrouvons Monica. Monica, vous êtes là? Oui. Bien. Oui, je suis là. Vous êtes revenue? Oui, Bon. ça a coupé. Vous nous disiez que vous aviez des difficultés à postuler, que vous étiez actuellement au chômage et que c'était compliqué pour vous parce que vous étiez paralysée dans l'idée d'avoir des entretiens d'embauche. C'est ça. Bien. Donc, ce qu'on était en train de dire, c'était justement que vous pouviez vous tourner vers Pôle emploi. Il y a des associations aussi qui proposent du coaching pour les demandeurs d'emploi. Il y en a de plus en plus. Donc, en fonction il y a des associations. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'associations qui se mettent en place justement pour aider les demandeurs d'emploi, qui ne font pas toujours partie de Pôle emploi ou qui sont en liaison avec Pôle emploi. Donc ça peut être une solution. Et puis, oui, ça peut être une solution. Et puis peut-être de rester un petit peu sur le moment, sur la journée, sur le moment présent, en envoyant une candidature sans essayer de faire un film derrière dans votre tête où vous imaginez le pire. Oui, c'est vrai que quand je m'imagine tout de suite l'entretien, perdre mes moyens, ne pas savoir parler, pas savoir mettre mes compétences en relation avec l'offre. Et c'est vrai que du coup, je me projette beaucoup trop et du coup, ça me bloque dans mes démarches alors que c'est ce que je veux. Enfin, moi, je veux travailler, je veux pas rester chez moi à rien faire durant des mois et des mois. 2 mois, ça va, mais voilà, là, ça commence à être un peu long, en effet. Oui. Donc peut-être que l'idée pour vous, ça serait d'envoyer déjà une candidature par jour. Vous voyez, juste l'envoyer déjà et puis voir si vous avez des retours. Y aller par étapes et pas dans une globalité. Et puis finalement, même si vous avez été aidé pour les précédents emplois, vous les avez réussi quand même ces entretiens parce que même si on est conseillé par quelqu'un, on est envoyé par quelqu'un, il faut quand même être suffisamment bien durant cet entretien pour être pris. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en plus, je suis restée quand même un certain temps à chaque fois dans les entreprises. Donc, oui, effectivement. En plus, donc ça veut dire que vous êtes compétente dans ce que vous faites. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, j'ai du mal aussi à reconnaître mon travail, mais c'est vrai que oui, vous avez raison. Enfin, je serais pas restée aussi longtemps dans les entreprises. C'est vrai que je m'étais jamais posé cette question. Donc, vous voyez que vous êtes en mesure d'avoir un poste, de le garder. Oui. Et ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir dire aussi en entretien, de toute façon qu'on verra sur votre CV. Mais c'est une force pour vous, vous êtes resté quand même 4 ans, c'est bien, et vous pouvez mettre ça en avant. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que... Oui. Oui, mais tout ça, moi j'en ai parlé au Pôle emploi parce que j'ai eu un rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi et c'est vrai qu'elle m'a pas vraiment apporté tous ces conseils-là. Elle m'a simplement dit que fallait que je me fasse violence. Mais elle m'a pas vraiment apporté de solutions comme vous m'apportez auxquelles je n'avais pas pensé pour une association ou autre. L'idée, c'est de ne pas rester seul, en tout cas. Voilà. Ouais. Et rencontrer aussi d'autres demandeurs d'emploi, ça, c'est une bonne solution parce qu'on peut partager. On peut partager, on peut aussi se donner des astuces, on peut... voilà. Ouais, donc, c'est vrai, oui. Ça permet de ne pas rester seul dans cette démarche. Donc ça peut être c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Mais c'est vrai que même quand je rencontre des personnes, en fait, j'ai un peu honte de dire que je suis au chômage, donc je ne le dis pas quand on me demande ce que je fais dans la vie. Je dis que j'ai encore mon ancien travail. C'est vrai qu'aussi de dire aux gens qu'on est au chômage, c'est aussi assez compliqué. Alors,
Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui se retrouvent au chômage. Donc, aujourd'hui, c'est plus du tout une question de compétence de se retrouver au chômage. Hein. Oui, c'est vrai, mais... Non, mais c'est très important, ça. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on n'est plus à une époque, aujourd'hui, on peut remettre les compétences en cause parce qu'on a perdu son travail. Il y a tellement de licenciements économiques et autres, il y a tellement de situations où on perd son emploi qui n'ont rien à voir avec ses qualités, ses compétences, son travail, sa fiabilité. Ouais. Hein. Donc, on a une réaction de Sylvie là qui voulait interagir avec vous. Oui. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Oui, je vous écoutais. Comme vous êtes sur Paris, parce que vous pourriez vous rapprocher des maisons de l'emploi. Alors les maisons de l'emploi, il y en a il y en a plusieurs dans Paris, mais certaines vont regrouper un certain nombre d'arrondissements. Donc, oui. Et dans ces maisons de l'emploi, il y a des associations qui interviennent. Par exemple, moi, j'y suis allée il y a 3 ans. Moi, comme je suis cadre, il y avait des associations pour les cadres, mais il y a aussi pour, des non-cadres. Pour tout type de postes, on va dire. Oui. Et qui aident, qui font par exemple des stages pour comment développer son réseau, comment se présenter un entretien, comment faire un CV tant sur Word que sur des sites. Ah oui. Ça c'est intéressant pour vous, Monica. Oui. Clairement. C'est des petites jours. Alors, ça va par exemple vous prendre une journée par semaine. Par exemple, c'est étalé, on va dire, sur 3 semaines. Vous voyez, vous faites le point après avec l'intervenant. Et ça vous aide à reprendre confiance en vous et à mieux vous présenter, préparer votre entretien. C'est des maisons de l'emploi, c'est ça? Oui, c'est les maisons de l'emploi. D'accord, effectivement, je vais me renseigner, voir si c'est sur dans mon arrondissement. Bah oui, c'est intéressant pour vous. Oui, même si c'est pas dans votre arrondissement, vous allez en avoir une. Vous voyez, par exemple, moi, j'étais la maison de l'emploi, dans le 14e. Je suis dans le 15e. Ça regroupait le 15e, 6e, 16e. Ça regroupait X. Il y en a une dans le 18e, il y en a une... Oui, il y en a plusieurs sur Paris. Il y en a plusieurs sur Paris, mais qui regroupent un certain nombre d'arrondissements, quoi. Et ça vous a aidé, Sylvie, justement ? Ah bah oui, justement, par exemple, moi aussi j'avais un problème de réseau. Justement, c'était des conseils pour développer le réseau, c'est bien. Ou pour mieux cibler le secteur d'activité dans lequel on va chercher. Oui, il y avait des pistes. Et puis comme on est plusieurs, on fait aussi des mini entretiens. On se met en situation. Donc il y en a un qui va jouer par exemple l'entreprise et puis l'autre se présente. Et puis et comme ça on voit nos erreurs, quoi. Oui, ça vous permet, en plus ça pourrait vous permettre, Monica, de dépasser un peu votre peur en faisant comme ça des jeux de rôle. Ce sont des jeux de rôle. Oui, c'est vrai, en plus c'est avec des inconnus. Parce que c'est des personnes qui sont comme vous en recherche d'emploi, même si elles n'ont pas le même type d'emploi que vous, vous avez des échanges. Oui, c'est vrai, je vais creuser la chose et regarder. Ouais, ça peut être un très bon conseil. Voilà un bon conseil de Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce conseil. Hein. Vous voyez, Monica, qu'il y a des solutions. Hein. Vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas seule. Et puis là, on a un SMS aussi de Fabienne qui nous dit: savez-vous que cette année, au bout de 40 ans, il y a 40% de bac plus 5 au chômage, malheureusement. Donc, n'ayez pas honte, courage et faites-vous confiance. Hein, l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir honte du chômage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'a absolument plus rien à voir avec des compétences, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Excusez, juste une petite chose. Le nom, c'était Maison de l'Emploi, mais je crois que c'était rebaptisé. Alors, c'est peut-être Maison des entreprises et de l'emploi. D'accord. D'accord, non, mais je note et j'irai voir sur Internet. Même si, si vous trouvez pas... je pense que sur Internet, vous pouvez pouvoir trouver. Mais même autrement, pour le coup, Pôle emploi doit pouvoir vous dire quelle est
quelle est la maison de l'emploi qui correspond à votre lieu de résidence, quoi. Bah, c'est une grande chance en France parce qu'on a un grand réseau associatif en France. Ouais. C'est vraiment une chance française, ça. On a beaucoup d'associations pour tout type de problématiques. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir s'en servir en fonction des besoins qu'on peut avoir. Tenant. Ouais. Vous pouvez prendre aussi le nom de l'association qui intervenait, c'était France Énergie. D'accord. France Énergie. Oui, D'accord. France Énergie. Mais merci D'accord, beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Sylvie. Voilà. Merci Bonne beaucoup soirée. pour Merci. vos conseils. Merci. Bon Monica, vous voyez qu'il y a des solutions ? Oui, je vois, justement, ça me redonne un peu de motivation, de voir qu'il y a des associations comme ça. C'est un peu ce que je cherchais, donc Écoutez, c'est je super. vais me renseigner dès lundi pour ces associations-là. Bah, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Bon courage Monica et gardez espoir parce qu'il y a forcément un emploi pour vous très bientôt. Oui, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Est à nous sur Europe 1 et n'hésitez pas à appeler le 39 21 et puis vous pouvez envoyer également vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous attendons vos réactions et Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir. Europe 1. Sabrina Philippe. Et on accueille tout de suite Anna. Bonsoir Anna. Vous êtes là ? Anna ? Oui, je suis là, oui. Bonsoir. 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 Vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Alors, voilà. Vous nous appelez pour parler de tolérance, je crois. Oui, tout à fait, Sabrina. En fait, je voudrais témoigner sur la tolérance, sur le Ramadan, sur le mois qu'on est en train de vivre tous les musulmans du monde. Oui. Donc ça tombe très bien. Et je voulais juste, comment je peux dire ça, comment je peux commencer. Voilà, moi je ne suis pas musulmane pratiquante, c'est-à-dire que je ne fais pas de prière, mais depuis, on va dire, maintenant 4 ans, que je pratique le Ramadan. D'accord. Comme je pratique la Noël, comme je pratique du yoga, je suis dans tout ce qui est spirituel. Oui. En fait, je ne me cherche pas, c'est pas ça, pas du tout. Mais disons que je prends un peu de tout pour faire mon monde à moi. Oui. Qui est le partage, qui est la compréhension, qui est le pardon. Et qu'il y a dans toutes les religions. Et voilà, parce que j'estime, ça tient qu'à moi, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul pour tout le monde. Après, chacun l'appelle comme il veut. Voilà. Donc, je voulais témoigner de ça parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai fait mon premier jour de Ramadan. De Ramadan, oui, surtout avec cette chaleur, c'est pas évident, la chaleur qu'on a aujourd'hui. Sabrina, tout est mental. Oui. Tout est dans la tête. C'est vrai qu'il fait chaud, mais vous avez raison de dire qu'il fait chaud, mais il fait chaud pour tout le monde. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas me plaindre. Donc, je fais avec et puis je suis heureuse de le faire et je me porte très, 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 très bien. Voilà. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que moi, je suis d'origine marocaine, de nationalité française, mariée à un Français italien. Oui. Et justement, c'est à ce sujet-là que je vous appelle. Et pour, comment je peux dire ça, pour le remercier d'abord, parce qu'il est très,
très tolérant, autant lui envers moi que moi envers lui. Je m'exprime, je vais essayer d'être un peu plus claire. Voilà, moi je fais le jeûne du lever du soleil au coucher. Oui. Donc je ne bois pas, je ne mange pas, voilà. Et mon mari, par contre, il est là, il est dans l'attente de la bonne table que je vais dresser tous les soirs, pendant un mois, et notamment ce soir. Voilà. Il ne râle jamais, il ne me dit jamais il a faim, il me dit pas quand est-ce qu'on mange, rien du tout. Il est dans le respect. Il est dans le respect de ce que vous vivez. Mais alors total, mais total. Mais je vous assure que je suis un peu gênée. Alors je lui ai dit ce soir parce qu'en temps normal, bon nous on a 60 ans, ça il faut que je vous le dise. Oui. Vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés depuis 2008, mais on se connaît, ça fait 16 ans. Et vous êtes, ça fait 16 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Et vous avez décidé de vous marier il y a presque 10 ans maintenant. Tout à fait. C'est mon deuxième mari. J'étais déjà mariée, divorcée, avec un Français déjà, et je me suis divorcée. Après, je suis restée 2 ans toute seule avec mes 3 garçons. Après, j'ai connu mon mari au bout de 2 ans, et ça fait maintenant 16 ans qu'on est ensemble. Mais je n'ai pas fait carême pendant 16 ans. En fait, comment je peux vous dire, je n'ai jamais fait Ramadan. Même quand j'étais au Maroc, je n'ai jamais fait Ramadan. Et pourquoi? Pourquoi vous ne vouliez pas faire Ramadan, justement? Disons que mon papa, il faut que d'abord je commence par ça. Mon papa, il est kabyle, ma maman, elle est marocaine, et ils nous ont élevés dans la tolérance, on va dire. Ils nous ont jamais forcé de faire ceci ou cela. On nous expliquait les choses, et puis après, vous savez, on fait pas. Mais comme là-bas, on faisait parce que tout le monde le fait. Moi, je le faisais pas par rapport à mes sœurs, par exemple. Mais après, je le fais. En fait, j'étais pas sérieuse là-dessus. Comme on dit, il faut que jeunesse passe. J'étais un peu révoltée. Révoltée à tout niveau, hein, on va dire. Donc aussi contre finalement des rites religieux quand vous étiez plus jeune. Contre beaucoup de choses. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a le fait, j'étais surtout révoltée par rapport homme-femme, femme-homme, le droit de l'homme qu'il avait sur la femme et la femme soumise. Bon, c'était pas dans notre famille, je parle de ma famille, c'était pas le cas. Mais à l'extérieur des murs, lorsque j'allais au travail, quand j'étais avec les voisins ou quoi, je trouvais qu'il y avait une injustice, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne la comprenais pas à l'époque, j'étais trop jeune. Oui. Et en fur et à mesure que je grandissais, je devenais révoltée parce que je n'étais pas comprise, parce que je ne voyais pas les choses comme les autres. Si bien que d'ailleurs, à 23 ans, je suis partie. Oui, mais justement, certainement que vous êtes partie aussi parce qu'il y avait une tolérance. Là, ce que vous expliquez, c'est que dans votre famille, il y avait déjà cette tolérance. Finalement, la tolérance, c'est quelque chose qui se transmet. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne m'a pas suffi. J'aurais aimé trouver la tolérance que j'avais avec mes parents. J'aurais aimé la trouver dans le travail, à l'extérieur, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Oui. C'était pas le cas. Donc, il fallait que je parte. Je pouvais pas rester. Donc, bref, je suis partie. J'ai connu mon premier mari. Et puis voilà, j'ai fait 3 enfants et même à l'époque, je faisais pas le ramadan. En fait, je l'ai fait que lorsque je me suis trouvée avec moi-même en faisant du yoga et j'ai fait le chemin de Compostelle où c'est là où j'ai eu comme un flash, on va dire. D'accord. Oui, donc vous étiez. Et ça fait combien de temps justement comme ça que vous êtes dans une démarche spirituelle? Parce que le chemin de Compostelle, là, on est dans la chrétienté, sur le chemin de Compostelle, beaucoup quand même. Et donc c'est une démarche spirituelle aussi que d'aller marcher. Je ne sais pas combien de temps vous avez marché, mais certains marchent très longtemps. J'ai marché, en fait, c'était en 2015. J'ai perdu une sœur à moi et. Ensuite, après, j'ai perdu un frère. J'ai perdu, en fait, en 3 ans, j'ai perdu 3 sœurs et un frère. En 3 ans. Voilà.
Oui, c'est beaucoup de deuil très rapproché. C'est beaucoup. Donc, j'avais décidé de partir marcher. Et ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire le chemin de Compostelle. Donc, en fait, j'ai passé une annonce sur Internet et j'ai eu beaucoup de propositions, bien sûr, d'hommes et de femmes, mais je voulais trier parce que pour moi, faire le chemin de Compostelle, pour moi, c'était pour, en fait, pour me retrouver, pour faire le vide, pour essayer de comprendre quoi, je sais pas, mais j'avais envie de... J'étais dans le deuil, en fait, c'est ça. Et un jour, une dame m'a appelée et puis elle a voulu faire le chemin avec moi. On s'est donné rendez-vous et puis elle me dit, voilà, au bout de 3 rendez-vous, elle me dit, il faudrait que je vous dise la vérité. Alors là, moi, je comprenais pas. Je dis, quelle vérité, madame? Bon, je vais pas citer le nom. Elle m'a dit, vous n'allez pas d'abord commencer par m'appeler madame, voilà. Je viens de finir ma chimio. Ah. Et elle m'a dit, je veux pas être un fardeau pour vous. Avant qu'on commence quoi que ce soit, j'aurais voulu vous le dire. Et maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que je ne serais pas un fardeau pour vous? Je l'ai pris dans les bras. J'ai dit, écoutez, madame, je vais vous dire quelque chose. Quand je faisais du marathon et du semi-marathon, mon rêve, c'était de faire courir avec moi un aveugle. Les choses n'ont pas été faites comme je le voulais. Donc, c'était inachevé. C'était quelque chose qui était pour moi inachevé et je n'aime pas l'échec. Donc, vous ne me dérangez pas. Au contraire, si je peux vous apporter quelque chose, si vous voulez faire un chemin avec moi, vous êtes la bienvenue. Elle ne me croyait pas. Elle m'a dit, vous savez ce que ça veut dire de la chimio? Je dis non, je ne peux pas le savoir. J'espère ne jamais la connaître. Mais moi, vous ne me dérangez pas. Nous voilà partir. Elle a marché 5 jours avec moi. J'ai fait tout à son rythme. Mais vraiment tout à son rythme. Elle m'a appris beaucoup de choses, comme la patience. Et surtout, elle a rajouté quelque chose en moi. Je savais je savais pas, on m'a appris depuis le berceau qu'en étant née une fille, on ne doit pas se plaindre. Donc, elle se plaignait pas. Donc, je n'avais pas à me plaindre. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, Bien sûr. quand j'avais même pas une fois, je lui avais dit, je vais pas citer son nom, je lui ai dit ça va. Elle m'a regardé gentiment. Elle m'a dit, si tu veux me faire plaisir, ne me demande pas si je vais bien. Je lui ai dit, bon, alors, je te demande juste une chose, quand tu vas pas bien, tu me le dis. Elle m'a dit, d'accord. Donc, au bout du 5e jour, la pauvre, elle pouvait plus, donc elle est rentrée. Elle m'a donné ses bâtons, que j'ai toujours d'ailleurs, et moi, j'ai continué. Ça, c'est juste le côté, comme vous venez de dire, chrétien. Mais en fait, je suis faite de plusieurs religions. Oui, c'est ce que j'entends. Oui, tout à fait, c'est ce que j'entends. Vous avez marché combien de jours, Anna? J'ai marché 15 jours. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Non, parce que je n'ai pas achevé ce que je voulais faire. En fait, j'ai marché 15 jours, c'est bien, d'accord, mais cette année, j'ai pas pu marcher à cause de mon genou. Mais l'année prochaine, je vais finir, je vais aller jusqu'au bout. Parce que là, vous êtes arrêté où? Je me suis arrêtée à Bimbao. D'accord. Voilà. Vous n'étiez pas très loin. Oui, voilà, de Pau, parce que j'habite à Pau, voilà. Et je suis partie depuis chez moi jusqu'à Bimbao. Mais je regrette rien du tout. Hein. Je regrette jamais ce que je fais. Je regrette toujours ce que j'ai pas fait. Si je suis pas partie avec la dame, je serais partie un peu plus loin. Mais comme j'ai fait en fonction de son rythme, et je suis très fière de l'avoir fait à son rythme, peut-être que j'aurais pu aller un peu plus loin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était pas le principal finalement, parce que les personnes qui partent comme ça marcher, elles cherchent surtout, le partage déjà, et puis se retrouver. C'est se retrouver soi aussi à travers la marche et à travers ce chemin. Oui, vous avez bien raison, parce que moi je vais vous dire quelque chose, ce que j'ai ressenti, parce que je le conseille à tout le monde de faire le chemin de Compostelle. Lorsque je marchais, parce que des fois vous êtes avec des gens parce qu'ils vous rattrapent, ou des fois vous rattrapez des gens, ou des fois vous marchez toute seule, tout simplement. Et lorsque ça m'est arrivé plus d'une fois de marcher toute seule, parce que je me suis trouvée toute seule, j'avais, comme tout le monde, un sac à dos. Mais j'avais une impression, c'est mon ressenti, comme si mon sac, tous les pas que je faisais, il y avait des choses qui sortaient de mon sac. C'est marrant, hein, de mon sac à dos.
Je sais pas, plus j'avançais, plus je me sentais très bien. Comme si finalement vous débarrassiez aussi d'autres fardeaux, des fardeaux Tout que à fait. vous aviez plutôt dans Tout la à tête, fait. par exemple, ou ouais, Tout à dans fait. votre vie. Tout à fait. Et le vide venait à moi. Mais vraiment, vous ne pouvez pas. Il faut le vivre. J'arrive pas à le décrire. J'ai pas les mots. Plus je marchais, plus ce sac se vidait, plus je me sentais très bien. Et on revient, on rentre chez nous, vraiment changé, complètement changé, mais complètement changé. J'avais des ampoules, j'avais les pieds qui saignaient, mais je sentais pas le mal. Et Je le vous sentais arrêtiez dans des gîtes pour que nos auditeurs comprennent un petit peu comment ça se passe, parce que peut-être certains Oui. seront tentés de faire une marche comme ça. Alors on peut choisir le temps de marche. Il y en a qui partent très longtemps d'ailleurs. Oui, après c'est chacun son rythme. En fait, moi, j'ai pas dit je vais de là à là, je vais de là à là. Je faisais entre 8 heures, une seule fois j'ai fait 12 heures de marche, parce qu'il y en a qui parlent d'heures, il y en a qui parlent de kilomètres. Moi je parle d'heures plutôt. Et donc j'allais dans des gîtes. Oui. Et vous Des dormiez. Hein. Emberg, Oui. des Emberg, parce que moi j'ai pris des côtés espagnols, donc ça c'est comment on appelle ça, de jeunesse, Oui, des auberges de jeunesse. voilà, j'allais là-dedans. Et le lendemain, je repartais, comme tout le monde. D'ailleurs, on se retrouvait, la majorité des gens, on se trouvait dans le même endroit à chaque fois. Il y en a qui s'arrêtent et qui rentrent chez eux, il y en a qui continuent, tout dépend. D'accord. Voilà. Tout ça pour vous dire, pour revenir à la tolérance. Quand mon mari, par exemple, ce soir, j'avais fait à manger, il avait son vin à table. Et moi, j'ai partagé mon repas avec lui, mais je n'ai pas touché au vin parce qu'on n'a pas le droit de boire du vin, on n'a pas le droit de manger le porc, etc. Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas du porc, il y avait la chourba, enfin la soupe du ramadan, que je sais très bien faire à la marocaine. J'ai fait mon poulet, il y avait plein de saveurs dans toute la maison. Mon mari, il raffole ma cuisine. Mais ce que je veux dire par là, je n'ai pas râlé parce il a posé sa bouteille à table de vin. Je lui ai pas dit c'est le ramadan, tu m'enlèves cette bouteille, puisque lui, il m'a pas dit tu m'embêtes avec ton ramadan, tu as vu l'heure à laquelle tu en manges. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est juste un petit truc, un petit détail que je voulais pour que vous compreniez et les gens qui écoutent comprennent. Il est tolérant avec moi aussi je suis tolérante avec lui, et puis chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, tout en respectant l'autre. C'est le plus important, le respect de l'autre. C'est très, très important. Et souvent, ça va avec l'amour, d'ailleurs. Hein. On ne peut pas aimer sans respecter. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça fait la 3e année. À chaque fois que le ramadan arrive, je suis vraiment très, 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 très heureuse de le faire. Et que mon mari participe. Il aime ça. Et le matin, quand je vais faire mes courses, je vois du monde. Je partage des recettes comme ça pendant que je fais mes courses, et le monde continue à être le même, quoi, je veux dire. Il n'y a rien qui change. Bien sûr. Au contraire. Et vos enfants, alors? Est-ce qu'ils pratiquent? Comment ils se situent par rapport à tout ça? Vos 3 fils, hein, j'ai cru comprendre que vous aviez 3 fils. Oui, tout à fait. Très bonne question. La question, elle est pertinente. On va dire que parce que j'ai 60 ans, donc vous comprenez bien que mes enfants, je suis mamie d'une petite fille. D'accord. Et quand j'étais révoltée dans la révolte, quand j'étais mariée à leur papa, au père de mes enfants, j'étais pas dans tout ça. Je l'étais sans l'être. Je ne pratiquais pas. Je savais que j'étais en train de chercher ma voie, on va dire, mais étant donné que j'étais dans la recherche de moi-même, j'ai pas eu l'occasion de m'expliquer, on dit, ou de m'exprimer à mes enfants, de leur dire en fait ce que je cherchais, puisque moi-même je savais pas quoi. Je voulais croire à quelque chose, mais croire à quoi, je ne savais pas. Il y a tellement de religions que je ne sais pas laquelle prendre. Mais j'avais besoin de croire... de croire en quelque chose. En quelque chose, voilà. Donc mes enfants, je ne leur ai pas parlé de religion, puisque moi, mes parents ne m'ont pratiquement pas parlé de ça. Je les voyais faire, mais comme ils ne m'ont rien imposé,
Ils nous ont rien imposé. Ils étaient dans la tolérance. En fait, j'ai pratiqué ça avec mes enfants. Et alors, quelle a été leur réaction justement, puisque vos 3 enfants, ils se sont positionnés par rapport à ça, ou en prenant un petit peu d'âge? Pas du tout. Du tout. Ils savent que je fais Ramadan, ça ils le savent. Oui. Le petit, il a tiqué un peu. Il a un peu tiqué, mais sans plus. Voilà. Je lui ai expliqué certaines choses, donc ça n'a pas été très méchant. Hein. C'est sa façon de me dire, mais maman, pourquoi tu fais Ramadan? Je comprends pas, donc je lui ai expliqué. Donc ça s'est arrêté là. Et voilà, mes enfants, ils comprennent très, 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 très bien. Ils le savent, en toute façon, que je suis quelqu'un qui est dans la spiritualité. Oui. Ça, ils le savent. Et comme ils vivent pas avec moi, donc ils me posent pas de questions. Là, dans 15 jours, je vais aller garder ma petite fille. Il se peut que mon second fils, il va me poser des questions, sûrement même, puisque je vais partir avec ma cocotte minute pleine de chourba, avec mon repas, pour le partager avec ma belle-fille qui est française, mon fils et ma petite fille. Voilà, parce qu'on est dans le partage. Oui, c'est important justement de parler du partage aussi, parce que Oui. les rites religieux sont faits pour ça, pour partager, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit la religion. L'idée, c'est de se rapprocher et d'être ensemble. Tout à fait. Et non pas Et donc, séparés, justement. tout à fait. Ouais. Est-ce que ça va pas être l'occasion à mon fils de me poser des questions et ma belle-fille? Sûrement. Et puis là, je vais répondre. De toute façon, il n'y a rien de... Mais si je peux transmettre, je transmettrai, oui. Bien je veux sûr. bien. Après, attention, j'imposerai pas, par contre. J'imposerai rien du tout. Je dis ce que je sais, avec mon savoir, avec ce que je sais faire, avec ce que je peux dire, avec des mots tout simples. Après, c'est à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui, ils le font, ils le font pas. Mais je vais pas pour leur dire de faire. Je vais pour aller garder ma petite avec ma soupe et mon manger quoi du soir que Bien je vais sûr. partager avec eux. Voilà. Bien sûr. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer aux enfants différents types de religions, différents Et rites. s'ils posent la question. Bien sûr. Mais ça Moi, fait je partie préfère. aussi d'une éducation de pouvoir comme ça leur expliquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je pars avec un principe. Moi, je préfère que mes enfants me posent la question, me posent les questions qu'ils ont envie de poser. Mais j'ai pas envie de moi-même prendre un sujet, que ce soit celui de la religion, que ce soit celui de n'importe, pour leur imposer. Voyez-vous ce que je veux dire? Non, mais je comprends tout à fait. Tout à fait. Je suis une femme de dialogue, hein. Je suis une femme de dialogue, j'aime bien parler, j'aime bien mais imposer, non. Je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on m'impose des choses, je les imposerai pas du tout. Mais vous avez été élevée comme ça aussi. J'ai été élevée comme ça, mais il n'y a pas que comme ça, hein. Il n'y a pas que comme ça. J'avais des parents quand même assez sévères, hein, mais pas pour imposer la religion, mais dans l'éducation, le respect. Dans le respect, oui. Ah oui. Moi, pour parler à mon père, je passais par ma mère. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le chef de famille. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner, et étonner d'autres personnes qui nous écoutent. Contrairement à ce qu'on dit, la femme maghrébine, c'est elle qui porte le pantalon quand même. Hein. C'était votre mère qui décidait, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Tout à fait. Ma mère, c'est elle qui avait beaucoup de caractère, qui imposait les choses, qui disait les choses, etc. Mon père, il était effacé. Mais attention, on doit le respecter. Attention. Ça va plus loin que ça. Hein. Je peux pas m'adresser à mon père avec le tutoiement. Je peux pas le tutoyer, par exemple. Oui. C'était une autre époque aussi. C'était d'autres temps. Vous pensez que ça a changé maintenant? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais moi, je ne regrette pas ce temps-là. Hein, je vous le dis franchement. Parce que j'ai grandi avec un temps qui me permet aujourd'hui d'être ce que je suis. Quelqu'un de très respectueux, quelqu'un qui est à l'écoute, qui entend, qui partage. Je regrette pas ce temps-là. Non, pas du tout.
Pas du tout. J'étais pas malheureuse. J'étais pas une princesse, que ce soit moi ou mes sœurs. Mais on était des gens simples, des gens droits, des gens bien, tout simplement, des enfants heureux. On n'avait pas des poupées, on n'avait pas des milliers de jouets. Mais on était très bien comme on était. Et si c'est à refaire, j'enlèverais rien du tout. Je reviens comme mes parents, ils m'ont éduquée, élevée. Oui. Oui. Voilà. On était quand même, il faut le savoir, 7 filles et 3 garçons. Oui, 7 filles et 3 garçons. Vous étiez 10. Oui, madame. Oui. 10, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ma maman, c'était une femme qui aimait beaucoup ses enfants, qui aimait faire des enfants, et puis voilà. Et par contre, elle faisait que elle et la cuisine. Quand on était à table, eh ben, il y en avait une qui mettait la table, l'autre qui débarrassait, l'autre qui faisait la vaisselle, etc. Et elle, qu'avec les yeux, on savait ce qu'il fallait faire. Hein. Vous parlez de votre enfance avec une certaine tendresse. Hein. Vous en avez quand même de bons souvenirs. On sent dans votre voix que vous avez de bons souvenirs de cette période. Oui. 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 Ça vous a construite aussi, cette période, toute votre enfance. Oui, mais j'ai fait des erreurs, madame. J'ai fait des erreurs. Mais qui n'en fait pas ? C'est l'apanage de la jeunesse, ça, d'en faire des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs. Ma mère est morte. J'ai pas été la voir. Et pourquoi vous n'avez pas pu aller la voir ? Non, parce qu'elle a autant. Moi, je peux vous dire, parce qu'en fait, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'était pas ni de la famille, ni du milieu. Oui. Donc, j'ai claqué la porte, je suis partie. Voilà. Et vous ne l'avez pas revu après ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis partie, j'ai traversé l'Atlantique et quand j'ai eu mon premier fils, je leur ai écrit, j'ai envoyé des photos, je n'ai pas eu de réponse. Si mon père, quelque temps après, il m'a écrit. Mais ma mère, elle voulait rien savoir. Mais après, quand elle a pris de l'âge, bien sûr, elle a regretté. Et puis moi, c'est vrai, c'était à moi de revenir vers elle. Étant donné que c'était la plus âgée, c'était moi, je lui dois du respect. Mais comme je vous ai dit, j'avais d'autres chats à fouetter, je cherchais autre chose. Voilà, c'était une fuite en avant et puis voilà. Parfois, on a du mal à revenir aussi, même si on le souhaite au fond de soi. On devrait, madame, revenir vers les parents. Si on devrait, s'il y a des gens qui m'écoutent, ne faites pas ce que vous êtes en train d'entendre, ce que je suis en train de vous dire, pardon. Non, il faut revenir vers les parents, quoi qu'il arrive, quoi qu'il... Non, parce qu'on n'est pas de la même génération, donc j'ai compris ça très, très, très tard. Très, très tard, j'ai compris qu'elle ne pouvait pas comprendre que je suis partie par amour pour un homme et pas pour autre chose. Mais elle l'a su quand même, certainement. Elle a peut-être compris plus tard. Elle a compris plus tard, bien plus tard, mais elle l'a compris quand même avant de partir. Oui, mais c'était à moi de revenir vers elle et de lui expliquer, ou c'était à mes sœurs de la convaincre, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, après, quand je voulais revenir vers ma maman, je me suis posé 1001 questions en me disant, de toute façon, admettons que je reviens vers elle, admettons qu'elle est en face de moi, qu'est-ce que je dois lui dire Et en fait, il y avait un fossé qui s'est creusé entre elle et moi, un grand fossé. Elle était d'un côté, moi j'étais de l'autre. Le problème souvent, c'est que plus le temps passe, plus les années passent, plus c'est difficile en fait. Voilà. Chacun campe sur ses positions, puis on a perdu le contact, on a perdu la communication. Donc, chose qu'il ne faut pas faire. C'est important que vous le disiez à la veille justement de la fête des mères qui est demain, parce que je crois que vrai. Il ne faut pas le faire. Toutes les personnes qui sont justement en froid avec leurs parents, Allez les voir, parce que je vous jure que quand ils ne sont plus de ce monde-là, on se mord les doigts. Si vous m'entendez, faites quelque chose. N'attendez pas. Une maman, c'est une maman.
quoi qu'il arrive. Après, moi, j'ai appris qu'à dans son lit de mort, Oui. elle a eu une pensée pour moi. Elle a parlé de moi. Mais j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Mais l'amour est toujours là, vous savez. C'est ça certainement que vous recherchez aussi dans cette spiritualité. Aussi, finalement. De l'amour. De l'amour, et puis son amour, parce que bon, les religions, c'est ce qu'elles enseignent. Hein. Les religions, elles enseignent l'amour, quelle que soit la religion. Et quand vous allez marcher à Compostelle ou quand vous faites Ramadan, finalement, c'est pour vous rapprocher voilà, de ce sentiment d'amour et de votre mère aussi qui n'est plus là, mais peut-être qui vous protège. C'est votre analyse, ou si vous le voyez comme ça, ben oui, c'est ça. Mais vous savez, quand vous me dites c'est l'amour de votre maman, et, vous savez, l'amour, il faut l'apprendre quand elle est là. Oui. Quand elle s'en va, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est sûr, ça, c'est mon expérience et je sais de quoi je parle. L'amour, il faut l'apprendre de ses parents, de ses enfants, des gens qui vous entourent quand elle est là. Bien quand sûr, elle est là. bien Et sûr. arrêtons-nous de se fâcher. Arrêtons-nous de se fâcher. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je sais que c'est difficile. Je sais que je fais la donneuse de leçons. Je sais. Mais alors que moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Mais je parle avec mon expérience. J'aurais dû jamais tourner le dos à ma mère. Jamais, 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 jamais. C'est fait. Maintenant, je vais pas revenir en arrière. Non, la culpabilité, vous savez, ça sert pas à grand-chose en fait dans nos vies. Hein, l'idée, c'est de pouvoir transformer et d'apprendre aussi de nos erreurs. On en fait tous des erreurs. Ah, Donc j'ai grandi, oui. bah oui, c'est de pouvoir grandir de nos erreurs. J'ai grandi, oui. J'ai grandi. J'ai grandi avec mes erreurs. J'ai grandi. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il faut être tolérant envers sa famille, envers ses enfants, envers ses parents, envers le voisin, envers ses collègues, envers tout être humain, peu importe sa couleur, peu importe sa religion. Pardonner et être tolérant. C'est un beau témoignage que vous nous apportez là, Anna. C'est un beau témoignage, vraiment. C'est mon cœur qui parle. Eh ben, ça s'entend. Ça s'entend. C'est mon cœur qui parle. Oui. C'est mon cœur qui parle. Ça s'entend et tous les auditeurs qui vous écoutent, en tout cas, je pense, seront touchés par ce que vous dites. En tout cas, moi, je le suis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, hein, vraiment. Merci. Et pour demain, je souhaite une très très bonne fête à tous les mamans, à toutes les mamans, et un bon ramadan à tous les musulmans du monde entier. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez, vous aussi, une belle fête des mères avec vos fils. Ils sont pas là. Ils sont partis à l'étranger, les deux grands. Oui. Ils sont à l'étranger. Je sais que demain, ils vont m'envoyer un petit message. Ça, je le sais. Ça, c'est sûr et certain. Et mon mari, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit comment on fait parce que comme tu fais le ramadan, je peux pas t'inviter au restaurant. Et je te dis franchement, je préfère manger dans ta gîne que de partir au restaurant. Donc, il m'a dit comment on fait. Je dis, ça peut attendre. Alors, il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire, demain, demain dimanche soir, j'espère que je vais trouver un petit restaurant et on ira manger le dessert dehors à 11h du soir, après que tu aies mangé. Il est vraiment dans le respect et dans l'amour aussi, votre mari. Hein. Il cherche à vous faire plaisir. Oui, il n'était pas comme ça. Je lui ai beaucoup appris et il l'élève à dépasser le maître. Et vous l'avez éduqué, c'est ça que vous nous dites, je me permettrai pas, ça fait très prétentieuse de dire éduquer, on n'éduque pas les autres. En fait, comment je peux vous dire, il voit comment je suis avec mes enfants, comment je suis avec lui. Et vous savez, c'est un militaire, c'est pas évident au début. Et depuis quelques années, c'est un très bon mari. En fait, c'est que depuis très peu qu'il a épousé ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais il vous a épousé totalement, on va dire. Il a épousé aussi, finalement, vos convictions et vos convictions religieuses aussi. Oui, tout à fait. Et il me le dit souvent. Il me dit,
j'ai compris la vie que depuis que je suis avec toi. La joli. vie familiale. C'est joli. Familiale. Ouais. Oui. Elle m'a dit j'étais très sauvage. On a un SMS de Monica qui dit « J'aime beaucoup votre témoignage et vos valeurs de respect que je partage avec vous et qui sont si souvent perdues de nos jours. » Voilà. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Monica. Merci, Oui. merci. Merci et bonne fête pour demain, Monica. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Anna, qui était vraiment un très joli témoignage. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup pour votre émission. Je vous écoute tous les soirs. C'est devenu vraiment une drogue pour moi. Vraiment. En tout cas, cette tolérance dont vous parlez, justement, mais il faudrait qu'elle soit là tout le temps dans nos vies. Et pour toutes les pratiques religieuses, quelles qu'elles soient. C'est tout à fait ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose avant de finir. Mon souhait, avant la fin de ce ramadan, j'aimerais bien trouver une femme ou un couple qui ne mange pas à leur faim pour partager ne serait-ce qu'un repas ou deux de ce mois-ci. Voilà. Dans ma région. Et vous êtes dans quelle région ? De Pau. De Pau, d'accord. Oui, vous l'avez dit. C'est vrai. Voilà. Très bien. Eh ben, le message est passé, Anna. Et c'est un joli message parce qu'en effet... toutes ces fêtes, tous ces rites sont là pour partager avec tous ceux qu'on aime, tous ceux qui sont proches de notre cœur, et puis aussi partager avec ceux que l'on ne connaît pas et qui n'ont pas ce qu'il faut. En effet, c'est le principe même qu'on a perdu parfois. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous embrasse très très fort. J'embrasse tous les gens qui vous écoutent et puis continuez comme ça. Je vous apprécie énormément. Eh ben, je vous embrasse aussi, Anna. Une bonne nuit à vous. Merci, au revoir. Et on accueille tout de suite Solange. Bonsoir Solange. Bonsoir, j'ai oublié votre prénom. Sabrina. Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, je crois que vous vouliez réagir. Oui. Réagir contre les gens qui parlent mal des curatelles. D'accord. La curatelle, vous savez, c'est pas qui dénigre la curatelle. Alors pour replacer un petit peu, c'est Claire qui nous a appelé en tout début d'émission, qui disait que justement on voulait la mettre sous curatelle et qu'elle en était en effet, qu'elle avait refusé cette curatelle, qu'elle avait tenté justement de s'en défaire. Finalement, a priori, elle était sous curatelle. Il y a qu'elle qui peut décider. Mais moi, j'en ai fait la demande. C'est moi-même qui en ai fait la demande pour moi, parce que mes enfants m'avaient pris mon chéquier, ma carte bleue. D'accord. J'avais plus de moyens de paiement. J'ai donc saisi le tribunal d'instance pour me mettre sous curatelle. En plus, j'étais malade. Donc, et je ne pouvais pas faire mes démarches. Ça serait intéressant de rappeler justement le principe de la curatelle. La curatelle, c'est pour protéger les personnes. C'est une mesure de protection. Exactement. C'est une mesure de protection. Donc, on protège les personnes de façon à ce que, éventuellement, il m'est arrivé un pépin. J'ai dépensé 600 € dans un matelas que j'ai acheté sur le marché. Oui. On vous a un petit peu forcé la main, c'est ça? On me l'a installé et puis on m'a dit, moi j'avais cru que c'était 100 € et c'était 600 €. Oui. Et j'ai fait le chèque. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont retiré ma carte bleue et mon chéquier. Oui. Vos enfants, vous voulez dire? Oui. Vos enfants, parce que... alors, ils l'ont fait justement pour vous protéger? Disons que dans un premier temps, c'était pour me protéger. Oui. Mais après, ils regardaient toutes les dépenses que je pouvais faire. Vous n'aviez plus votre liberté, c'est ça? J'avais perdu complètement ma liberté. D'accord. Et je l'ai retrouvée avec la curatrice. Donc vous avez fait une demande pour être sous curatelle. Oui. Et vous avez actuellement une curatrice qui gère vos comptes. Voilà. On se voit une fois tous les 3 mois. Oui. Elle me verse de l'argent sur un compte que je vais chercher. Si j'ai un achat plus important, je lui demande, elle fait du virement. Et comme ça, vous êtes toujours justement avec quelqu'un comme ça en lien
qui peut en Voilà. même temps vous éviter de dépenser trop. Premièrement, j'évite de dépenser trop. Deuxièmement, je suis tranquille, EDF, loyer, tout ça. Tout ça, c'est elle qui s'en occupe. Oui. J'ai 75 ans et je suis bien plus tranquille maintenant. Donc ça vous évite de faire des erreurs aussi. Ça m'évite de faire des erreurs. D'accord. Et puis, j'ai été très malade. Je suis malade. Je suis bipolaire. Oui. Donc, j'ai des moments où, bon, enfin, vous savez ce que c'est que la Oui. bipolarité. Oui. Vous avez des moments où vous pourriez être à même de dépenser plus, justement. Hein, d'être plus... Oui, mais je suis bien calmée, je suis soignée, mais j'ai fait 8 mois de clinique psychiatrique. Il y a longtemps? Ou c'était récent? 2014-2015. D'accord. Et depuis, vous n'êtes pas retourné en clinique psychiatrique? Non. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai pleuré mes enfants. Maintenant, mes enfants ne me parlent plus. Et pourquoi C'est ils ne vous parlent terminé. plus? À cause justement de votre maladie? Oui. Oui. Ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Oui. Hein, pour l'entourage, c'est assez compliqué, parfois. Voilà. Alors, je n'en veux pas. Je renvoie des petits mails aux anniversaires, aux fêtes. Ils répondent quelquefois, ils répondent pas toujours. Mais c'est comme ça. Mais pour moi, la curatelle, c'est une curatelle renforcée et ça a été un soulagement. Parce que vous sentez justement que quelqu'un veille sur vous, en tout cas sur vos finances. Voilà. Et puis ça évite aussi à vos enfants d'être dans cette situation de contrôle. Exactement. Parce que c'est pas aux Ils n'ont enfants. plus à avoir Voilà. affaire à mes comptes. Et je peux dépenser. J'avais acheté un manteau 50 € que j'ai encore, ça fait 5 ans que je l'ai. Je me suis fait disputer parce que j'avais acheté ce manteau. Oui. Alors donc, non. Vous savez, j'ai été gérante d'un magasin de 250 mètres carrés pendant 10 ans. J'ai été secrétaire de direction. Je sais m'occuper de mes affaires. Malheureusement, je suis tombée malade. Et puis, j'ai fait des bêtises. Oui, mais c'est une maladie qui malheureusement fait faire des bêtises. Hein. Et notamment dans les achats. Hein. Quand on est exalté, on fait des achats et après on se retrouve dans des difficultés financières. Certainement ce qu'ont vécu vos enfants à certains moments. Et c'est pour ça qu'ils vous ont pris... Non, je n'étais pas en difficulté financière. J'avais de l'argent sur mon compte. Hein. Oui. Ah oui, j'ai de l'argent de côté. Je suis à l'abri. J'ai pas une grosse retraite. Mais j'étais pas en difficulté financière. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce que vous vouliez dire, c'était que cette curatelle... La curatelle n'est pas à bannir. N'est pas une mauvaise mesure. On entend parler d'une façon... On la dénigre continuellement. Mais merci. Oui, c'est vrai. Il y a des moments où ça aide beaucoup les gens. Bah, c'était important que vous puissiez le dire, Solange. Voilà. Hein, c'était très important et merci de l'avoir dit, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur de ce type de mesures. Mais c'est vrai qu'elle... Il ne faut pas avoir peur. Oui. De toute façon, personne ne vous oblige à signer. Tout à fait. Non. Donc c'est important de le dire, en tout cas. C'était important de le dire. Et merci beaucoup de l'avoir dit durant cette libre antenne. Oui, tout merci. à fait. Merci Solange. Et peut-être à bientôt. Si vous n'hésitez pas à rappeler pour témoigner. Merci. D'accord. Au revoir. Merci. J'ai été très heureuse de pouvoir passer cette soirée avec vous. Et on se retrouvera demain.